Ok, là on a repris le live, pas simple. On a été coupé entre temps, donc on va continuer. Donc je vais sans doute revenir déjà sur les questions qui avaient été posées, ou bien des réactions, on va dire, sur notre publication. On a Monsieur Bakiebo qui dit le monsieur a une vocation qui remonte à très loin. Force à lui, Monsieur Babalo Art, super cool. Monsieur Diao, je reprends sa question. J'ai une question pour le rappeur Smokey. Que devient le ballet citoyen actuellement? Vous affirmez être revenu pour lutter contre l'injustice. Dites-moi, que faites-vous actuellement pour la paix, pour que la paix revienne au Burkina Faso, vu les violences intercommunautaires qui existent actuellement et qui mettent la cohésion sociale en danger? C'est une question, comme je disais tantôt, qui revient assez souvent. On pose souvent la question, mais que devient le ballet citoyen? Quand bien même, on devrait aussi commencer par demander que devenons-nous, que faisons-nous, qu'apportons-nous à l'eau du moulin? Je crois que après, il ne faut pas avoir une analyse biaisée de la situation, dans le sens où aujourd'hui, le ballet citoyen n'est qu'une OSC, c'est qu'une organisation de la société civile, avec des volontaires qui l'animent, qui se sacrifient jour et nuit, j'en suis témoin, des camarades qui prennent sur leur temps, qui veillent, qui souvent même ont des problèmes avec leur famille à cause de cela, et qui sont sur le terrain, quoi qu'on dise, même si ce terrain-là ne suffit pas à beaucoup de gens. Les gens aimeraient nous voir partout, nous n'en avons pas peut-être forcément le moyen. Ce que je peux dire, dès à présent, nous sommes présents sur plusieurs fronts. Sur les questions de sécurité, nous sommes présents, y compris dans l'Est et dans le Nord. Nous faisons beaucoup de sensibilisation et de formation, d'appel à la tolérance, d'animation sur ces thématiques-là de sécurité notamment. Mais pour des questions de stratégie, nous ne pouvons pas, et des problèmes de sécurité qui pourraient survenir, nous ne pouvons pas parler précisément, très précisément du nombre de camarades qui sont impliqués. Ensuite, nous sommes sur des projets qui appellent à la citoyenneté, aux questions de redevabilité, de contrôle citoyen. Nous sommes sur plusieurs projets. Nous sommes même dans un consortium avec notamment SEMFIM, avec l'Institut Free Afrique, avec l'association Amière et l'association paysanne du Nord et le ballet citoyen. Encore sur les questions de sécurité, nous faisons aussi par exemple, nous essayons de faciliter des rencontres entre les citoyens dans certaines communes et dans certains arrondissements et leurs représentants. Nous essayons d'impliquer la jeunesse dans la formation politique de sorte qu'elle s'intéresse à la question politique, parce qu'on ne peut pas en même temps se plaindre des dirigeants que nous avons et ne jamais vouloir faire le saut. Donc il faut que cette jeunesse-là, qui est majoritaire, qui constitue 60 à 70% de la population, prenne la question politique au sérieux, se forme et commence à essayer de relever ce challenge-là. Voilà. Sinon, on aura toujours les dirigeants que nous méritons. Mais voilà, face à ce vide-là, la nature horreur du vide, ils seront remplacés, pas forcément par des gens qui le représentent correctement. Donc voilà un peu, je pourrais dire, le nombre de choses que nous faisons, y compris les actions de salubrité, un peu partout, les opérations de don de sang, etc. Et plus récemment, notre campagne de sensibilisation sur la question du Covid-19, parce que nous avons, en plus de cela, fabriqué dans nos locaux, au niveau du siège du ballet citoyen, un soluté de gel hydroalcoolique, qui a été fabriqué par nos camarades et qui a été validé par le laboratoire national. Donc, c'est quelques milliers de flacons que nous distribuons aux populations. Nous en profitons pour les sensibiliser sur les questions de gestes barrières et autres. Voilà. Donc, on essaye d'être, c'est vrai, comme certains diraient peut-être que ce n'est pas arrivé, mais en tout cas, nous, on essaye de jouer notre partition. Je pense que si tout le monde s'y met, si tout le monde met la main à la pâte, on va finir par y arriver. Et sur la question de la gouvernance actuelle, il y aurait beaucoup de choses à dire. Malheureusement, je crois qu'il faut être objectif. On s'est battu pour le respect des règles du jeu démocratique.
Mais ce gouvernement qui est présent aujourd'hui, et dont certains accusent de tous les maux, en tout cas, il y a certaines dérives, c'est vrai, légitimes. Et il va falloir que les gens comprennent aussi que c'est un pouvoir qui a été élu par les citoyens et citoyennes. Donc c'est aussi quelque part la volonté du peuple. Le jeu démocratique étant aujourd'hui ouvert, je pense qu'il appartient à chacun d'entre nous de pouvoir faire le choix du représentant qui le représente vraiment, que ce soit cette année ou 5 ans plus tard, ce qui n'était pas possible auparavant. Voilà un peu tout ce qui aurait pu se jouer. Si nous étions restés à une dynamique de dynastie, ben, aujourd'hui la question même de l'implication des citoyens, de la liberté d'expression, de la séparation de pouvoir, etc., ne se poserait même plus, puisque de fait, voilà, il y aurait une répression. Aujourd'hui, je pense que chaque Burkinabé a la possibilité de peser dans la balance, et non plus seulement le ballet citoyen ou le RENLAC, ou bien le MBDHP, ou bien toute autre société civile ou parti politique d'opposition qui se battrait pour l'intérêt de la nation. Chaque Burkinabé peut s'impliquer et c'est cela qui est beau en toute légalité. D'accord. On a des réactions. Pour l'instant, je ne vois pas les réactions. Je n'ai pas reçu le lien. On est toujours en ligne là? Je pense, oui. D'accord. Je réponds, il y a des questions qui se répètent, hein, mais je peux y répondre. Voilà. Donc il y avait une question qui disait, on est en ligne, c'est ça? Normalement, ceux qui nous suivent, rassurez-vous que nous sommes en direct. Je sais pas, je pense que nous sommes en direct, mais je vérifie. Mais tu me préviens, si on est en direct, je peux continuer. Je pense qu'on est en direct. Oui, on peut continuer. On peut continuer. Voilà. Il y avait une question de M. Ouedraogo qui demandait, qui revient là-dessus, qui dit que le ballet citoyen est absent sur la scène, c'est un constat. Est-ce à dire que la gestion du MPP est irréprochable ou le ballet citoyen est en connivence avec le MPP? Voilà, bon. On a souvent affaire à ce type de questions. J'aimerais rassurer le camarade Ouedraogo sur le fait que nous ne sommes point du tout de connivence ni avec le MPP, ni aucun parti politique qui soit. Simplement, d'abord, il part de certains postulats dès le départ qui ne sont pas forcément évidents. Quand il dit que le ballet citoyen est absent, je l'ai dit tantôt, nous sommes présents sur plusieurs autres plateformes, mais ce sont des plateformes qui n'intéressent pas forcément l'opinion publique. L'opinion publique voudrait nous voir sur le goudron avec des pneus enflammés en train de faire, comment on appelle ça, la bagarre avec les forces dites de l'ordre. Mais je crois que c'est une situation qui n'est plus exactement la même. Aujourd'hui, nous essayons d'agir avec sur les questions de désobéissance civile, etc. Bien évidemment, nous agissons, nous formons, nous sensibilisons, nous sommes sur le terrain. Et voilà, et donc dire que nous ne sommes pas là, ce n'est pas vrai. Voilà. Et est-ce à dire que la gestion du MPP est irréprochable? Non, évidemment, elle ne l'est pas. On a vu, je crois que dès le début de la gestion du pouvoir par le MPP, en tout cas de ce gouvernement-là, nous avons dénoncé les questions de sécurité. Je se souviens, ceux qui s'en rappellent, nous avons été parmi les premiers à faire des conférences de presse sur le sujet, à dénoncer la manière dont la sécurité était prise à la légère, ici, à demander même que des gens qu'il faut soient mis à la place qu'il faut, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'il y a une dérive, y compris récemment, même sur les questions de charbon fin et autres, à chaque fois qu'il y a eu des dérives, les tablettes des députés, nous nous sommes fait entendre. Voilà. Donc, souvent, quand tu t'exprimes, on dit,
on dit oui, c'est encore eux qui s'expriment. Quand tu ne t'exprimes pas, on dit bon, ben, il y a le balai citoyen où? Bon, ce n'est pas facile, effectivement, de contenter tout le monde. Et je dirais aussi que quelqu'un a posé une question pour dire que qu'est-ce que nous pensions, quelle était mon opinion sur la situation politique du Burkina Faso et qu'est-ce que nous pensions faire pour les élections de 2020. Bon, déjà, si je peux commencer sur la question des élections, je dirais que évidemment nous serons présents pour ces élections-là. Nous sommes même en partenariat avec la CENI pour pouvoir contribuer, comme qui dirait, à observer ces élections-là, comme nous l'avions fait tantôt pendant les dernières élections, puisque nous avions déployé environ 500 de nos camarades sur les sites dans le cadre d'une campagne. Je vote et je reste après la campagne, après ta révolte, on vote, c'est ainsi que c'était intitulé. Donc nous avons effectivement fait ce travail de voter et de rester sur place pour publier les chiffres et pour s'assurer qu'il y avait un minimum de transparence sur la question des élections. Donc nous serons encore présents cette année. Voilà, on va essayer de déployer le maximum de nos CIBAL et de nos CIBEL pour participer comme les autres observateurs à la surveillance de ces élections-là. Maintenant, si c'est sur la question de notre engagement politique, il va sans dire que ce n'est pas demain la veille que ça arrivera, parce que le balai citoyen est certes un mouvement politique, donc il y a des idées, des actes politiques, c'est-à-dire qui assume sa réaction sur les questions politiques, mais qui n'a pas pour ambition de conquérir le pouvoir, donc c'est-à-dire l'appareil exécutif. Voilà. Ce n'est pas notre objectif, nous sommes de la société civile. Donc notre rôle, c'est de faire du contrôle citoyen et non pas de gérer le pouvoir. Voilà. Ça reste l'apanage des partis politiques et de tous ceux qui ont pour vocation de s'intéresser, comment on appelle ça, à la gestion du pouvoir. D'accord. Il y a une phrase qui revient assez souvent. Quand on parle de Smoké, de Samska, et des autres membres du balai citoyen, des phrases telles que ils ont vendu la lutte reviennent. Vous comprenez ces personnes qui disent cela? Non, évidemment, on ne les comprend pas. C'est évident qu'on ne peut pas les comprendre parce que je me dis aussi que ce sont des personnes qui ne nous connaissent pas vraiment, qui ne nous fréquentent pas déjà, parce que si c'était des gens qui nous fréquentaient, je ne pense pas qu'ils allaient dire ça. Pour la simple et bonne raison que c'est facilement vérifiable. Quand vous vendez la lutte, votre statut change. Et je ne pense pas que depuis que je me suis engagé, mon statut ait changé de quoi que ce soit. Je n'ai ni V8 ni villa, je ne possède rien à part mon studio d'enregistrement. Et donc c'est un peu facile de dire aux gens qu'ils ont vendu la lutte. En tout cas, je peux parler pour moi. Voilà, je parle déjà pour moi. J'estime qu'il appartient à chaque camarade de se défendre. Mais je pense que les attaques sont des attaques qu'on a toujours vécues. Nous ne sommes pas les seuls à subir ce type d'attaque. Il n'y a pas, dès lors que vous lancez dans une certaine lutte qui a pour intérêt la collectivité, forcément vous allez vous faire des ennemis à tous les niveaux. Ce que je déplore, c'est qu'il y a probablement des sympathisants et des camarades même qui tombent dans ce piège parce qu'effectivement, ils regardent tout ce qui est publié sans fondement. Alors, lorsque vous essayez de rétablir la vérité 10 fois, 20 fois, 100 fois, je pense qu'à un moment donné, vous arrêtez de parler de ça parce que ça n'a plus aucun sens. Quoi, voilà. Sinon, je pense avoir encore des convictions et je n'ai jamais eu pour vocation de trahir mes convictions. Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis resté fidèle depuis le début à ce que je pense, que ce soit dans mes paroles, dans mes écrits, comme dans mes actes. Voilà. Donc, je me dis que je mets ça sur le compte de la désinformation, de l'intoxication générale, enfin l'intoxication qui peut se produire par certains de nos détracteurs et qui finit par prendre une certaine forme d'ampleur. Et je me dis que ça passera. Je ne connais personne, aucun acteur, que ce soit de la révolution ou autre, en tout cas aucun citoyen burkinabé qui se soit engagé dans une quelconque lutte et qui n'a pas subi la même pression. Voilà. Et je me permets même de dire que même Sankara, je me souviens très bien, à son assassinat, il y a plein de gens dans ce pays-là qui ont sauté des bouteilles de bière, qui ont dit le salaud là est parti, ça existe. Dans les archives même, il y a encore des gens
copieusement insulté le CNR de l'époque, hein, et ces traîtres à la révolution d'août, ces vendeurs d'illusions, ces serviteurs de l'impérialisme. Bon, je crois qu'on a même accusé Madame Sankara d'avoir détourné des dizaines de millions de francs dans une mallette, ce qui évidemment était faux. Voilà. Heureusement que l'histoire s'est chargée de rétablir les faits. Mais c'est malheureux. C'est malheureux quand ce sont vos propres camarades, comme qui dirait, qui vous jugent de cette façon-là. Mais je disais tantôt, nul n'est prophète en son pays. Et bon, ça me paraît logique qu'on châtie en général ceux qui se trouvent à côté de soi. Que tout le monde se mette dans cette lutte-là. Et effectivement, comme j'ai toujours dit, s'il y a des choses à gagner, que tout le monde se mette dans cette lutte-là. Et qu'on gagne tous. Parce que finalement, l'intérêt, c'est que l'on se batte. Si on ne se bat pas, on meurt. Si tu te couches, tu meurs, comme disait le professeur Joseph Kizerbo. Nous devons être le centre de nous-mêmes et non la périphérie des autres. Ça sous-entend que nous devons prendre en charge le destin de notre nation. Et s'il y a des gens qui vendent la lutte dans ce lot-là, c'est pas grave, que les autres continuent. C'est pas parce que certains ont vendu la lutte que la lutte doit s'arrêter. Voilà. La lutte doit continuer coûte que coûte. Elle continuera lorsque ceux-là qui sont en train de lutter vont arrêter de se retourner pour voir ceux qui ont abandonné. Dès que tu te retournes pour regarder celui qui court avec toi qui a abandonné, tu ralentis du même coup ta propre lutte. Donc intéressons-nous aux choses positives, à ce que cela peut nous apporter. Pensons un peu moins aux choses négatives. Comme disait le professeur Rassabra, arrêtons de penser à autrui des murges de mes malheurs. C'est toujours la faute de l'autre, c'est l'autre qui n'a pas bien fait, c'est l'autre qui a trahi, c'est l'autre qui n'a pas agi. Intéressons-nous à qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire, à la limite, même si effectivement Smoke et Samska ont trahi, comment est-ce qu'on peut faire pour amener Smoke et Samska sur le droit chemin de la lutte. Sinon, en ce qui me concerne, j'estime que je n'ai non seulement pas quitté mes idéaux, mes convictions, ni la lutte, mais que, bien au contraire, je suis encore plus déterminé à aller jusqu'au bout de mes idées. Moi, je pense que c'est simplement une lutte en plusieurs étapes. Et contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas une lutte de front. Ce n'est pas une lutte de celui qui a les plus grosses couilles qui arrive, je suis le plus fort, je bats tout le monde. Non. C'est une lutte qui se mène avec un minimum de stratégie, de prémonition, c'est-à-dire pour pouvoir s'organiser. Pour s'organiser, c'est gagner, comme disait Madi Clochard une fois à Casablanca. Mais c'est tout à fait cela. On s'organise. Ce n'est pas arriver brutalement pour faire les choses. Non. Il y a des étapes. Et je crois qu'on est en plein dans cette étape. On est dans l'étape dite évolutive, qui est la plus difficile, qui est la plus complexe, où il faut que le Burkinabé accepte effectivement de révolutionner son mental, de révolutionner sa façon de penser, pour que nous ayons une meilleure façon de construire le pays. On ne peut pas construire le pays si on est divisé, on ne peut pas construire le pays si on doute de l'intégrité de chaque Burkinabé, on ne peut pas construire le pays si on s'intéresse aux défauts des autres au lieu d'essayer d'améliorer ses propres qualités. Parlons-vous, un nom revient assez souvent, celui-là qui a été président pendant un bout de temps, Premier ministre sous la transition, Yacouba Isaac Zida. Oui, et alors on juge certains, surtout il y a une photo où on voit, ce n'est pas vous, mais on l'associe au ballet citoyen. Maître Camp et Zida, je pense que c'était le jour où il n'y avait pas, le Burkina cherchait quelqu'un pour remplacer un tant soit peu le président Blaise Compaoré qui avait annoncé son départ. On juge que le ballet citoyen a vendu la lutte et que vous avez collaboré avec Zida. Et que c'est cela le problème. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'analystes de cette lutte-là, je pense qui se trompent de combat. D'abord, il y a ceux qui ont, dès le début, annoncé que le ballet citoyen était une misérable association qui n'a aucun cas n'a apporté quoi que ce soit à cette insurrection, qui n'existait même pas en réalité sur le terrain. Donc cette première stratégie n'ayant pas fonctionné, il y en a qui sont venus dire non, finalement c'est eux-mêmes qui ont tout organisé. Donc il faut savoir, soit le ballet n'a rien fait, soit le ballet
à tout organiser, mais ce n'est ni l'un ni l'autre. Voilà. Nous avons effectivement mouillé le maillot comme beaucoup d'autres. Et vous savez, quand vous mouillez le maillot, il n'y a que ceux qui agissent, qui prennent le risque éventuellement de faire des erreurs ou d'être jugés, peut-être même à tort, comme ayant commis des erreurs. Ceux qui ne font rien, c'est facile de parler. Mais si vous étiez présent sur le terrain là-bas, effectivement, notre mouvement a joué le rôle de, on a envie de dire, de médiateur entre les partis politiques d'opposition. C'est pas on a envie de dire, c'était le cas, et l'armée. Parce qu'il y avait cette question-là. Il y avait effectivement un pouvoir qui devenait vacant, et il fallait que tous ceux qui ont la vocation de conquérir le pouvoir, d'une certaine façon, s'assument. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Et je crois qu'à un moment donné ou un autre, certains de nos éléments vont écrire aussi leur part d'histoire, puisque chacun écrit son histoire. Jusqu'à présent, on n'a vu personne du mouvement Le Balai Citoyen écrire encore cette histoire-là. Mais ça se fera tôt ou tard. Je crois que beaucoup de gens vont être surpris du contenu. À l'époque, je crois... Quelle fait-il partie de ces personnes-là qui écriveront et donneront leur part de vérité peut-être Pourquoi pas? C'est possible, mais dans tous les cas, je sais que ça se fera. L'idée, c'était quand même de faire une écriture participative, puisque chacun a un bout d'histoire. Voilà, sur le terrain, nous n'avons pas tous rencontré les mêmes personnes, agi au même moment, etc. Donc chacun a une partie de cette histoire. Ça veut dire que si on fait fonctionner ce puzzle-là, on aura un beau tableau de l'insurrection. D'accord. Zida, quelles sont vos relations avec lui? Mais moi, je n'ai pas de relation particulière avec Zida, en dehors du fait que c'était le Premier ministre de la Transition qui a été choisi, encore une fois, pas par le Balai Citoyen. Voilà, vous savez, c'est ça le problème, c'est que souvent, l'opinion publique se laisse avoir par beaucoup de choses qui sont disséminées un peu sur la toile et un peu partout. Sinon, le fait que le Balai Citoyen ait appelé l'armée à prendre ses responsabilités face à une situation de crise que le pays vivait, je rappelle qu'il y avait une grosse crise, il y avait des pillages un peu partout, on risquait effectivement ce fameux chaos que le World Crisis avait dénoncé auparavant. Et nous, on avait assuré qu'il n'y aurait pas de chaos. Donc il fallait une certaine forme de rappel que l'armée, en réalité, dans son rôle républicain, est là pour défendre le peuple. C'est ce que nous avons tenté de faire modestement. Et à un moment donné, il a fallu mettre tout ce petit monde-là en commun pour discuter. Mais c'est la société civile dans son entièreté, y compris l'armée. Je rappelle qu'il y avait les partis politiques d'opposition, les chefs traditionnels, les religieux, toute la société civile, les syndicats étaient représentés, etc., les ONG, tout le monde, les militaires. Et c'est ce consensus, c'est comment on appelle ça, ce consortium-là qui a élu un président, c'est-à-dire Michel Kafando, qui lui-même a choisi le Premier ministre Zida. Donc nos rapports ont été des rapports d'administrés à administrateurs. Je dirais même que nous n'avons pas forcément, ceux qui ont bien suivi l'historique de la transition, facilité la tâche aux tenants de la transition. Parce que chaque fois qu'il y a eu des critiques acerbes dans la rue, nous étions, si nous n'étions pas en première ligne, nous étions en tout cas en bonne ligne. Il y a eu les nominations malencontreuses et hasardeuses du gouvernement de transition qui ont été combattues par le Balai Citoyen. Il y a eu la question des émoluments des députés que nous sommes allés dénoncer jusqu'à l'Assemblée parce que nous trouvions que c'était une insulte au peuple. Il y a eu plein d'autres choses, y compris la question comment on appelle ça, de la dissolution du RSP. Nous avons pris beaucoup de risques à l'époque. Je rappelle que le RSP avait encore les manettes, était encore au pouvoir. Et nous étions quasi des seuls avec d'autres groupements et d'autres mouvements à combattre, à être pour la dissolution, c'est-à-dire éviter. L'armée, il ne devait pas y avoir pour nous une armée dans une armée, c'est-à-dire une armée qui menaçait en plus, qui menaçait la stabilité de cette jeune démocratie, parce que l'objectif c'était quand même qu'il y ait une démocratie entièrement civile et non pas militaire, contrairement à ce qu'on colle à l'image du Balai en disant que le Balai voulait une démocratie militaire. Ce n'est pas vrai, c'est faux, ça n'a jamais été vrai. Nous avons toujours voulu qu'il y ait une démocratie civile, assumée par des civils. C'est pour ça que nous avons combattu pour que la dissolution du RSP se fasse. La suite, d'une manière ou d'une autre, nous a donné raison à nous et à d'autres personnes, ceux en tout cas qui étaient contre la toute-puissance de ce regroupement militaire-là, puisqu'il y a eu un coup d'État qui a été fomenté malheureusement contre le peuple. Voilà. Et c'est ce que nous voulions éviter.
Et je crois que quels que soient les sacrifices que chacun d'entre nous ait pu faire ou fera encore, il y aura toujours des gens pour critiquer, il y aura toujours des gens pour dire qu'on aurait pu le faire autrement. Je le dis dans la chanson La vie s'en va. Vous savez, hein, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelqu'un qui voudra vous dire qu'il aurait pu poser autrement. C'est comme ça la vie. Oui. On peut toujours mieux faire, mais en attendant, ceux qui peuvent mieux faire peuvent déjà commencer à faire aussi. Rajouter de l'eau au moulin, et je crois que nous serons tous gagnants, tous les Burkinabés seront gagnants. Mais l'histoire n'est pas aussi simple qu'elle y paraît. Beaucoup de gens qui ont joué soit un rôle néfaste ou qui n'ont pas joué de rôle du tout sont aujourd'hui les premiers à s'exprimer sur la question, sont devenus même des, entre guillemets, de grands activistes. Bon, nous parfois, quand on est assis entre nous, ça nous fait beaucoup sourire parce qu'on a vu un peu chacun évoluer, que ce soit avant, pendant l'insurrection et après. Et donc aujourd'hui, bon, très bien s'il y a des gens avant qui n'ont absolument joué aucun rôle, ou parfois ont même fait pire, ont joué des rôles contraires ou arbitraires, sont aujourd'hui des grands combattants de première ligne, mais on ne peut qu'applaudir de nos deux mains et dire pourvu que ça continue. D'accord. Samska, comment il va de ces nouvelles Samska va très bien. Samska était aux États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'il s'occupe aussi de sa famille. Et je crois que s'il pouvait à un moment donné faire quelque chose pour son pays, il n'hésiterait pas. Il n'a jamais hésité. C'est moi qui m'étais un peu... Moi, j'étais vraiment découragé. Et c'est vrai qu'entre-temps, j'ai même dit que moi, je pensais vraiment abandonner tout cela et passer à autre chose, me consacrer effectivement à 100% à ma musique parce que j'avais beaucoup de projets artistiques. Entre-temps, j'avais même dû mettre entre guillemets pour ces questions de patriotisme, même si je continuais quand même à bosser dans mon studio. Et c'est vrai que j'étais fatigué à un moment donné, donc j'envisageais réellement de passer le témoin. Et je crois que c'est normal. Voilà, chacun doit pouvoir passer le témoin à une génération pour qu'elle joue aussi sa partition. Et c'est Samska même qui m'a dit non, si le pays est menacé, on est tous, il faut qu'on soit tous devant. C'est lui une fois n'est pas coutume. Je me rappelle à un moment donné, c'est moi qui l'avais encouragé. Maintenant, c'est lui qui m'avait encouragé entre-temps. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu fatigué de tout ça, de toutes ces médisances, ces rapports à gauche, à droite. Vous savez, quand quelqu'un ne vous parle pas en face, vous n'avez pas la possibilité de lui répondre. Vous êtes obligé de regarder, et voilà, de ne rien dire et de continuer votre route. Donc à un moment donné, j'étais un peu fatigué de tout ça. C'est vrai que j'étais vraiment dans une prospection, une réflexion de me consacrer à un autre genre de lutte. Voilà. Parce que l'art aussi, c'est de la lutte. Et on n'a pas cessé, depuis, même dans le rap, à essayer d'éveiller les consciences à travers nos textes, à travers nos musiques. Seulement, ça manquait un peu la question du terrain, c'est-à-dire de s'assumer. Si vous vous battez, vous dites que la malgouvernance n'est pas bon, stop à la corruption, vive l'alternance, etc. Et que sur le terrain, quand vous avez la possibilité de le faire, vous ne le faites pas, je crois que vous êtes un peu lâche aussi par rapport à vos idées, parce que vous défendez dans vos chansons. C'est ce qui m'a amené à m'engager sur le terrain, uniquement pour respecter ce que je défendais dans mes textes et dans mes chansons. Voilà. Pour avoir une certaine forme de logique. Voilà. Vous étiez fatigué. Maintenant, avez-vous retrouvé des forces pour continuer? Oui, bon, c'était une fatigue. Quand je dis que j'étais fatigué, c'est une fatigue morale. Vous savez, à un moment donné, on se pose toute cette question. Au-delà des questions existentielles, on se pose la question aussi de savoir si le combat qu'on mène est véritablement apporte vraiment des fruits. Lambert Zongo s'est posé ces questions quand il parlait des fruits d'une lutte pour une vie. Si vous vous battez tout le temps et qu'il n'y a pas de résultat, si vous n'engrangez pas des victoires, c'est sûr et certain que vous abandonnerez la lutte. On dit seule la lutte libère, mais vous vous battez et puis ça ne vous libère pas, au contraire ça vous envoie des problèmes, à gauche, à droite, on se permet de vous juger, entre guillemets même de descendre dans votre caleçon, parce que parfois ça descend très bas. Quand bien même vous ne connaissez ni X ni Y, c'est un peu tout cela qui est difficile. C'est vrai que quand on vous dit que vous êtes un homme public, ça veut dire effectivement que vous devez pouvoir supporter toutes les critiques.
Mais je pense qu'il y a des limites à la critique. La limite entre la critique et la critique et puis, comment dirais-je, la limite à la critique, c'est la diffamation. Lorsque vos propos sont diffamatoires et que parfois ils sont, comme dit Alpha, le grand frère Alpha Bondi, bêtes et méchants, je crois que c'est mieux de les retirer. Parce que c'est de la bêtise et de la méchanceté gratuite qui ne fait pas avancer. Donc effectivement, à un moment donné, quand j'ai ressenti une certaine fatigue de tout cela, j'ai eu envie de me consacrer à autre chose. J'ai toujours d'ailleurs envie, mais de toute façon, si les cloches du pays sonnent, je serai le premier, comme toujours, même si je parle, je serai encore le premier à me mobiliser sur le terrain. Il y a un monsieur, avant même le live, qui a insisté, monsieur Inoussa Malbouri, qui a insisté qu'on pose ces questions. Certaines de ces questions ont déjà trouvé réponse, je pense. Je vais poser les deux dernières questions. Quels sont les défis actuels à relever selon lui ou selon le ballet citoyen? Et je laisse répondre peut-être à cette question avant de poser l'autre qui est la gestion après la transition n'a-t-elle pas sali l'insurrection? N'a-t-elle pas sali l'insurrection? La gestion après la transition. La gestion après la transition n'a-t-elle pas sali l'insurrection? Non. Donc je réponds à cette question parce que je ne me rappelle plus du coup de la première. Et après d'accord. Je ne crois pas du tout. Je crois que, malheureusement, je crois que nous, les Burkinabés, sommes souvent très, comment dirais-je, on n'est pas du tout tendre avec nous-mêmes, avec notre propre histoire. Et je rappelle toujours, tout le temps à tout le monde, parce que chaque fois on veut nous faire croire dans l'histoire que Sankara a été apprécié des Burkinabés. C'est faux. Sankara a été détesté par beaucoup de Burkinabés. Ça, c'est une vérité historique. En tout cas, moi, j'ai connu la période de Sankara. Et j'ai connu cette période, j'ai été pionnier et j'ai connu cette période où il était détesté. Et encore aujourd'hui, il est extrêmement détesté. C'est parce qu'il y a des gens qui aujourd'hui ne peuvent plus le détester publiquement. Si vous détestez Thomas Sankara publiquement, tout le monde va vous sauter dessus. Voilà. Donc, il y en a qui font semblant. Mais on ne pourra pas faire l'unanimité, ça c'est clair. Mais dire que la période de la transition, je pense que c'est une théorie qui consisterait à dire, oui, en fait, les gens se sont battus pour rien. Mais c'est faux, les gens ne sont pas battus pour rien. Il y a eu beaucoup d'acquis, de nombreux acquis. Hein? Après cette insurrection-là, aujourd'hui, si nous avons un système démocratique qui tient la route, c'est-à-dire où chaque citoyen, on le voit aujourd'hui, chaque citoyen a la possibilité de parler, de dire ce qu'il veut. À l'époque, moi je me rappelle sous Blaise qui pouvait même parler librement de Sankara sans regarder derrière lui, ou dire un mauvais mot au gouvernement ou à Blaise comparé sans regarder à gauche ou à droite. Donc aujourd'hui, il y a une certaine forme de liberté qui est légitimée par une constitution quand même, je pense, qui est de plus en plus proche des intérêts du peuple burkinabé. Tout ça a été possible grâce à l'insurrection. La libération, c'est-à-dire la possibilité, l'élimination d'une super armée dans l'armée qui faisait ce qu'elle voulait, qui à l'époque disait si tu fais, on te fait, a été possible encore une fois grâce à l'insurrection. La séparation de l'exécutif et du judiciaire, ça a été possible encore grâce à l'insurrection. La réforme du code minier, il y a plein de choses qui ont été possibles grâce à cette insurrection, y compris la limitation du mandat pour laquelle beaucoup de Burkinabés malheureusement ont dû se sacrifier encore une fois pour qu'aujourd'hui on puisse consacrer cela dans la Constitution et qu'aucun président ne puisse faire plus de 2 mandats, ce qui est très important. Voilà. Ce qui est important pour toute démocratie. Donc, ce sont des acquis. Il y en a de nombreux autres. Donc, aujourd'hui, dire que ça a été fait pour rien, je ne crois pas. Ça a été fait, ça a engrangé des acquis aujourd'hui. Maintenant, c'est aux citoyens burkinabés de s'accaparer de ce pouvoir des citoyens qu'ils ont obtenu par la sueur et le sang et d'en faire quelque chose de positif. Sinon, il ne faut pas penser que le gouvernement qui arriverait là a été élu par des étrangers. Ce sont des Burkinabés qui l'ont élu. Ils l'ont élu en grande majorité parce qu'ils se sont dit que, certainement, ils ont plus confiance en ces gens qu'à d'autres opposants. Et c'est ce qui est là. Donc je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui peuvent faire évoluer la solution, c'est pourquoi je dis, d'une part, il faut que la jeunesse burkinabé s'implique fortement dans la gestion de la chose publique sur les questions politiques. Donc, comment dirais-je, ne ressent plus ce destin du Burkina Faso comme étant un destin fatal, ne soit plus fataliste.
ne pensent plus qu'il y a une malédiction qui nous empêche de nous développer, mais prennent le taureau par les cornes, c'est-à-dire la seule solution, c'est s'impliquer dans l'exécutif, c'est prendre le pouvoir politique pour que ça change. Donc, d'une part, d'autre part, que les citoyens assument leur citoyenneté à part entière, c'est-à-dire le contrôle citoyen, la discussion des lois qui sont votées à l'Assemblée, l'interpellation de leurs autorités, des maires, des gouverneurs, des conseillers des quartiers, à chaque fois que la chose est mal gérée, sur les questions de lotissement, sur les questions d'eau, d'énergie, etc. Il faut que tout le monde s'implique. Ce n'est pas juste le palais citoyen, c'est tout le monde. Ce n'est pas juste quelques sociétés comme récemment le RELAC ou même la Haute Cour de contrôle d'État qui vont dénoncer le lever des lièvres ou des journalistes. Comme l'a dit maman, par exemple, qui vont dénoncer des faits. Si ces faits-là derrière là, ne sont pas combattus, pour obliger la justice finalement qui a, grâce au combat du peuple burkinabé, obtenu cette indépendance-là. Si cette pression n'est pas mise sur la justice pour que les dossiers pendants soient jugés, nous ne le serons pas. Donc nous aurons toujours ce que nous méritons. Sinon, l'insurrection a accouché d'acquis qui sont nombreux. La transition a permis d'installer pour la première fois depuis plus de 50 ans un gouvernement entièrement civil. Ça n'avait pas été possible avant et je pense que c'est le cas aujourd'hui. C'est à nous, citoyens burkinabés, de jouer, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Quand on dit c'est à nous de jouer, il ne faut pas que quelqu'un se retourne pour regarder qui est derrière lui. Ce sont les personnes qui me regardent, qui nous regardent en ce moment, qui doivent chacun agir de leur côté pour que ça change. L'autre question c'était quels sont les défis actuels à relever selon lui et ou selon le balai citoyen? Les défis actuels à relever, c'est cela. Le défi actuel, c'est arriver à une gouvernance vertueuse qui se soucie réellement des problèmes des populations, des masses populaires. Et pour arriver à cette gouvernance vertueuse-là, il faut effectivement que nous ayons des gens convaincus, des gens qui sont convaincus de leur mission, qui ont un haut degré de patriotisme, qui sont prêts à se sacrifier économiquement, etc., à restreindre le train de vie de l'État, à comprendre quelque part que le plus important, c'est le développement du pays. C'est le développement des infrastructures, la fin de la fin. C'est les projets qui étaient chers à Sankara, comme les voies ferrées, le consommer burkinabé, le produire burkinabé, etc., local. C'est l'industrialisation, la transformation de tous nos produits. Une véritable indépendance économique qui ne pourra se faire que si effectivement nous avons des dirigeants éclairés, visionnaires, mais surtout intègres. Moi j'ai toujours dit, il suffit que nous ayons un dirigeant honnête pour que tout change. Parce qu'en réalité, même s'il est honnête, au moins il fera en sorte que tous les autres seront obligés de l'imiter. Et c'est cela qui est bien. Et en même temps, il pourra s'encadrer de gens compétents dans les domaines où il ne l'est pas. Mais l'honnêteté est primordiale. La sincérité et l'intégrité est primordiale pour qu'un pays pauvre puisse relever la tête. Il faut un minimum de sacrifices. Et ces sacrifices ne se feront pas si effectivement cette jeunesse a peur de s'engager. Donc ce qui est important, c'est pousser la jeunesse, former, sensibiliser la jeunesse pour qu'elle s'implique dans la question politique, au lieu de toujours la diaboliser et dire les politiques c'est des politiciens, etc. Non, ça ne nous arrange pas. Dire que ce sont tous des politiciens, c'est quelque part dire, bon, c'est même pas la peine de faire de la politique, c'est tous des voleurs, donc y compris nous-mêmes, nous ne la ferons pas. Mais si nous ne la faisons pas, eh bien, nous allons permettre à ceux-là qui la font et contre nous de continuer à le faire. Donc je pense qu'une des priorités, c'est cela, que la jeunesse s'empare réellement de son destin et qu'elle prenne les choses en main et qu'elle crée le changement dont elle a besoin. Maintenant, après, sans rentrer dans les détails, effectivement, la question sécuritaire est extrêmement importante. Et là aussi, c'est pareil. C'est de la vision, c'est de la stratégie, c'est faire confiance à une bonne partie de la population qui a envie de s'engager, qui s'engage, mais qui doit avoir les moyens de cet engagement. C'est donner les moyens matériels aux forces de défense et de sécurité. Et c'est dénoncer aussi des questions de stigmatisation. Parce qu'un peuple qui se désunit en son intérieur, ben, ça facilite les attaques de ces terroristes-là, qui sont effectivement là pour désunir les uns les autres. Il faut arrêter de penser que parce qu'une certaine catégorie de la population
est souvent retrouvé dans des attaques terroristes, ça veut dire que chaque fois qu'on voit quelqu'un de cette population, c'est un terroriste. Là, c'est une dérive grave. C'est une dérive très grave qui peut amener les frères et sœurs de Burkina Faso finalement à jouer le jeu finalement de ces terroristes-là qui sont là pour vendre la terreur. Ils sont effectivement pour répandre cette terreur-là. Ils ont besoin effectivement qu'on se tire tous dessus et voilà. C'est pas logique. Donc, quelqu'un a dit, je ne sais plus c'est quel écrivain qui avait dit ça, mais qui a dit que la justice et la vérité sont souveraines. Ce sont les seuls capables de faire la grandeur d'un État. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Il résume la justice et la vérité à la grandeur de tout État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les questions de justice sont réglées et les questions de vérité, c'est-à-dire qu'on dit la vérité au peuple, on ne ment pas au peuple. Quand vous êtes devant une caméra, vous êtes devant des médias, au lieu d'utiliser un gros français, des métaphores, des allégories, machin, etc., dans un charabia que le peuple ne comprend pas, selon la loi, tant, ça tout quoi, article. Voilà, allez-y directement droit au but. Parlez au peuple comme si c'est un enfant, expliquez-lui tout clairement. Quand il a compris, là, je vous jure qu'il vous pardonne tout, parce qu'il sait très bien que vous dites la vérité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et puis ça favorise vraiment l'unité entre les fils et filles de ce pays. La deuxième des choses, effectivement, c'est la justice. Hein, parce que c'est cette justice-là qui va faire que les populations vont reprendre confiance en l'autorité d'État et que l'autorité d'État sera respectée et qu'on ne parlera plus d'incivisme, etc., de gens qui se font justice, qui se font la loi. Parce qu'ils ont confiance aux institutions de ce pays, ils ont confiance à la justice de ce pays. Il n'y a pas une justice pour les pauvres et une justice pour les riches. Il n'y a pas une justice comme on l'a vu récemment, et ça c'est à applaudir, pourvu que ce soit vrai et que ça aille jusqu'au bout. Je veux parler de l'arrestation de M. Bouddha. Il n'y a pas une justice pour les politiciens bien à l'abri, c'est-à-dire qui leur permettrait d'entasser des millions, voire des milliards, tout en restant impunis, et une justice pour le pauvre type, le voleur de poulet. Il n'y a pas de raison que quelqu'un qui vole un poulet se retrouve à la Macron, et quelqu'un qui vole 100 voire 300 milliards puisse se balader tranquillement en possédant plus de la moitié du pays. C'est cela qui révolte les citoyens burkinabés. C'est cela qui fait que finalement le pays se désunit, le pays est en bagarre constante et on n'arrive plus à nous concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire le développement, c'est-à-dire, comment on appelle ça, le travail, c'est-à-dire mettre au travail chaque burkinabé pour que le pays devienne ce qu'il a toujours voulu être, c'est-à-dire le résultat du rêve cher à Thomas Sankara, c'est-à-dire le fameux avenir. Oser inventer l'avenir. Pour que cet avenir arrive, il faut que nous soyons tous un peu des Sankara. Voilà. Mais être tous un peu des Sankara, c'est pas passer son temps sur les réseaux sociaux à critiquer ce que les autres font. Voilà. Même malgré tout ce que Sankara pouvait penser de Blaise, on n'a jamais entendu Sankara critiquer Blaise. Pourtant, il avait de bonnes raisons de le faire. Il ne l'a jamais fait. Il se concentrait sur des chantiers bien plus importants que cela. Que sa petite personne ou ces histoires de j'aime telle tête ou j'aime pas telle tête. Non, il y a des chantiers qui nous dépassent. Il faut pouvoir dépasser son ego, son petit ego là, démesuré, et penser à l'intérêt collectif. Voilà. Ce sont ces combats qui doivent être menés. Là, et non plus j'aime celui-là ou j'aime pas celui-là. La gouvernance actuelle du pouvoir, c'est un pense moqué. La gouvernance actuelle du pouvoir. La gouvernance actuelle du pouvoir, malheureusement, mais la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a beaucoup de lacunes. Mais nous sommes les premiers à le dire, nous l'avons toujours dit. Maintenant, est-ce qu'on va essayer de faire en sorte que, de sauver les meubles, ne serait-ce que pour ce quinquennat-là, ou est-ce qu'on va continuer à tirer à coups de boulet rouge sans que ça n'apporte aucun changement? Moi, je pense que comme le peuple a la possibilité de mettre les dirigeants à la place qu'il faut, qu'ils souhaitent, donc, je pense que le peuple aussi doit pouvoir obliger les gouvernements qui sont là aujourd'hui, qui répondent à des mécanismes démocratiques, à faire le travail qu'ils sont censés faire. Vous savez bien que c'est la grogne de l'opinion publique qui a obligé quelque part l'Assemblée nationale à l'époque à rendre les fameuses tablettes qui indignaient tout le monde. Vous savez bien qu'à chaque fois que l'opinion
public burkinabé s'est braqué contre une injustice, le gouvernement a dû faire machine arrière et revoir ses positions. Donc ça veut dire que le citoyen burkinabé aujourd'hui a le bâton de commandement. Encore faut-il qu'il l'assume, encore faut-il qu'il l'accepte. Voilà. Donc dit que voilà, Scoop ne fait rien, le DIA ne fait rien, le Balai ne fait rien, la société civile ne fait rien, les partis politiques d'opposition ne font rien. Qu'est-ce que nous on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour que tout le monde apporte sa pierre pour que cela change? En attendant, évidemment, ce gouvernement est comptable de beaucoup d'erreurs, beaucoup de lacunes malheureusement, qui étaient prévisibles. Qui étaient prévisibles déjà dès le départ au regard de comment la chose s'est produite. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un gouvernement de rassemblement aussi, où on a coopté les uns les autres, etc. On a fait une espèce de melting pot pour pouvoir avoir la possibilité, soi-disant, de dérouler un programme. Je ne suis pas en train d'essayer de les dédouaner. Je reconnais quand même le fait qu'effectivement, c'est le premier gouvernement qui a à faire face à la question de sécurité, de la question du terrorisme que jusque-là, aucun autre gouvernement n'avait affronté. Bon, en plus des questions sociales et autres, mais, et puis plus récemment de la crise du Covid, mais cela n'empêche pas que je disais que si ce gouvernement avait la capacité, d'abord c'est un gouvernement qui communique très mal, très mal, ou toujours très en retard, au moment où les faits sont déjà passés. Et si ce gouvernement avait la capacité de dire la vérité au peuple burkinabé, quand je dis la vérité, c'est vraiment la vérité, ce n'est pas des tournures de phrases politiciennes, non, c'est la vérité. Et si ce gouvernement avait la capacité de rendre justice, c'est-à-dire de juger tous les dossiers pendants et de faire en sorte qu'il n'y ait plus de Burkinabé supérieur à un autre, ce n'est pas parce que vous êtes ministre, député ou président que vous êtes au-dessus des lois, mais je pense qu'il rassurerait du même coup le peuple burkinabé et il permettrait quelque part de sentir que cette insurrection n'a pas été faite pour rien. Parce que c'est ce qu'il faut se dire. Voilà. Le contexte post-insurrectionnel devait obliger ceux-là qui ont le pouvoir aujourd'hui à comprendre qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur et qui, en tout cas, ils ont peut-être droit de faire certaines erreurs, mais ils n'ont pas le droit de ne pas les assumer et de ne pas tenter de les corriger. Quels sont votre agenda pour le reste de l'année? Pour le reste de l'année. Le reste de l'année, bon, le reste de l'année va être effectivement très actif, parce que déjà je suis en train de travailler sur ma prochaine pièce musicale. J'ai décidé de ramener le théâtre dans le monde de la musique et notamment du rap. C'est une expérience originale qui n'a jamais été tentée, par moi en tout cas. Et donc j'ai vraiment envie de le faire. Donc c'est travailler un spectacle digne de ce nom, qui va être effectivement une pièce, voilà, c'est une pièce musicale avec de l'humour, parce que nous travaillons aussi avec des humoristes. Donc nous travaillons la musique, nous travaillons le texte, nous travaillons les costumes, le décor, etc. Nous sommes sur la partie de la création musicale. Récemment, nous étions à Bobo Dioulasso pour travailler sur les sketchs, donc, avec notamment Bamogo de Congo.com et puis effectivement Philomène Nanema et l'autre humoriste. Et donc nous voulons que ce soit un spectacle drôle, mais musical, du rap, et avec un outil didactique qui permet de parler de la question de la démocratie déjà à la base. La démocratie est-elle en phase avec le vœu des masses populaires aujourd'hui, que ce soit en Occident comme en Afrique, puisqu'on dit souvent que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, ou est-ce que ce sont les intellectuels, les élites, entre guillemets, qui ont démissionné, donc les blintades, ou est-ce que c'est le peuple qui n'assume pas son rôle de citoyenneté, ça ce sont les poulets, etc. Voilà. Donc c'est une sorte de fable. Je suis en train d'utiliser le prétexte de l'ordre des Californes, de ces animaux-là, pour caricaturer en fait l'actualité qui nous entoure et le monde des élites politico-bureaucratiques, bancaires, institutionnelles, etc. Donc c'est un projet très intéressant qui me tient à cœur, que j'espère voir aboutir, être prêt d'ici juillet. Et effectivement, il y aura aussi la programmation du plateau musical des Récréatrales qui paraît intense aussi, du festival des Récréatrales. Et puis, nous avons une tournée qui doit s'enchaîner par rapport à la pièce. Et nous avons une tournée qui va nous faire commencer d'abord au Francophonie à Limoges. Et puis bien évidemment, il y a la question des élections que nous prenons très à cœur. Ça, c'est le côté activisme. Il va falloir s'impliquer, comme je disais tantôt, observer,
sensibiliser, etc., etc. Donc, il me semble que c'est une année qui reste très agitée. C'est une année électorale aussi. Ah ben oui, c'est l'année qui va permettre effectivement de vérifier que notre processus démocratique est à maturité, que les citoyens sont mûrs et qu'ils sont prêts désormais à assumer leur rôle de démocrate. J'aimerais revenir sur un point avant de vous laisser conclure. On se souvient vous avez sans doute aussi profité de citer quelques prix que vous avez eu à recevoir, notamment ce fameux Cora où vous avez tenu ce discours devant l'ancien président Blaise Compaoré. Est-ce que c'était prévu au départ? Bon, c'était pas prévu. Il n'y avait pas de discours prévu puisqu'il n'y avait pas de certitude de récompense. Mais généralement, on se prépare au cas où. Bon, moi, on m'avait dit que ça allait difficile de parler de toute façon. Vous savez, moi, j'ai taquiné, comment dirais-je, j'ai taquiné Jack West de Koundé parce que je lui ai dit, toi, jamais on a la possibilité de s'exprimer là-bas parce que dès que je monte sur le podium, ah, Smokey, qu'est-ce que tu vas venir dire encore ici? Pardon, je dois parler. Donc, j'ai eu l'habitude, à chaque fois que je montais sur le podium, il y avait rarement un micro ou alors on ne te tend pas de micro. Voilà. Donc, cette fois-ci, là, le micro était présent. Et donc, du coup, il a fallu improviser quelque chose. Mais la veille, j'avais déjà dit que si jamais, j'ai discuté avec un de mes amis, Anselme Savarugo, chez qui j'étais invité, et je lui avais dit au cours de la soirée que si jamais on me donnait la possibilité de m'exprimer, que je risquais de sortir une bombe. Et donc, il a été même surpris, mais il a dit, mais au contraire, il était soulagé. Parce que quand il m'appelait, il m'a dit, mais Smoke, si tu avais dit ce que tu avais dit que tu voulais dire là, on était mort ici. Voilà, donc dans ma tête, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je ne m'attendais pas à recevoir ce prix, honnêtement. J'étais assis tranquillement. Sur notre table, il y avait l'ancien ministre des Transports, je crois, Gilbert. Il y avait un manager qui venait du Togo, je ne sais pas quoi. Il y avait paix à son âme, il y avait Yorobo qui était là, présent sur la même table que moi, qui a passé le temps à faire des photos d'ailleurs avec les jeunes filles, femmes. Et on a échangé juste quelques mots ensemble. Et donc, j'étais dans un discours où j'étais en train de clasher entre guillemets les politiques qui étaient sur ma table. Alors, vraiment, c'était bien chaud quand j'ai entendu qu'on a prononcé mon nom. Voilà. Donc, j'ai été vraiment surpris. Donc, je suis monté. Voilà, et j'ai dit ce qui me passait par la tête. Après, il y a eu des réactions? Ben, il y a eu des réactions. J'ai été appelé même par des militaires, notamment un colonel qui m'a dit que ce que j'avais fait là, pourquoi j'ai fait ça, c'est pas, surtout que j'ai pas salué le président. Bon, j'ai dit que de toutes les façons, c'est une place, un espace culturel. Si le président ne veut pas être traité comme tout le monde, il ne vient pas dans un espace culturel. Par définition, l'art, c'est l'effronterie. Voilà. Et c'est une forme de désobéissance civile. Quand vous ne saluez pas un président, c'est une façon de lui dire que peut-être qu'il ne mérite pas d'être président à ce moment-là. À partir du moment où il avait 27 ans de pouvoir, je ne crois pas que ce soit, à moi en tout cas, je considérais que ce n'était pas mon président. Mais au-delà de tout, nous ne sommes pas non plus des citoyens bénis, oui, même si je n'ai pas salué le président, je n'ai pas à le faire, je n'ai vu aucunement. Allez voir les cérémonies un peu partout dans le monde, on ne voit jamais un artiste saluer. D'ailleurs, le président, c'est rare qui se trouve dans une cérémonie de récompense, il est rarement là, et même s'il est là, personne ne va le saluer à part les autorités. Et voilà, je ne l'ai peut-être pas salué, mais je ne crois pas lui avoir manqué de respect. J'ai juste dédié mon prix à une personne que je respecte énormément, qui est Thomas Sankara. Et j'ai espéré que ce prix-là ne soit pas piétiné jusqu'au panthéon de l'inutilité, ce qui n'est pas, à mon sens, quelque chose d'insultant. Voilà. Si c'est le fait que je ne l'ai pas salué là, oui, c'est fait exprès. À l'aller comme au retour, je ne passe pas forcément devant lui, je descends l'escalier. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas obligé de saluer les autorités. Je salue les autorités que j'estime me représenter. Voilà.
Et d'ailleurs, même les autorités qui me représentent, je te dis, quand on est dans un concert en général, il y a des autorités qui sont là. C'est rare qu'on dise, sauf si vous êtes un artiste béni, oui, c'est rare que tu entends un artiste qui a son répertoire, qui doit chanter, il dit, ah, une dédicace au ministre de quoi, une dédicace, non, c'est ridicule. Ouais. Vous n'êtes pas là, si vous devez faire une dédicace au public, le public, il est là pour vous. Voilà. Les autorités viennent, c'est vrai, pour légitimer d'une certaine façon le cérémonial. Les autorités sont là pour faire leur discours, mais au-delà du discours, il y a une activité culturelle à laquelle, c'est-à-dire le gouvernement, il faut dépolitiser vraiment, il faut vraiment dépolitiser les espaces culturels, ça devient vraiment ridicule. Vous voyez, je crois que ce sont des espaces qui doivent être fiers du truc politique. Le président aussi doit pouvoir enlever son boubou de président et se mettre en casquette ou en t-shirt reggae comme tout le monde pour écouter la musique, danser sur le foie, etc. En ce moment, ce n'est plus le président, c'est le mélomane. Les prix? Le prix? Les prix. Oui, non, les prix que j'ai obtenus, c'est cela, effectivement, c'était le Cora du meilleur rappeur africain. Et puis j'ai eu le Condé d'Or, effectivement, en 2000, le Condé d'Or 2006, mais c'était en 2005. Et j'ai obtenu aussi un prix au Guangzhou Prize International, c'est un prix par rapport au combat que je menais, que je suis allé chercher en Corée du Sud, très loin et très loin. C'était d'ailleurs la première fois qu'il y avait un Africain qui participait à une telle cérémonie, parce que jusqu'à présent, c'est que des Asiatiques qu'ils avaient nominés. Et d'ailleurs, je retourne normalement en novembre en Corée du Sud pour le même événement. Ils ont besoin que je vienne témoigner, les rencontrer, d'autres partenaires, etc. Puis j'ai obtenu d'autres prix aussi par rapport parce que j'ai fait beaucoup de fusion de musique traditionnelle, donc souvent j'avais des prix de meilleures chansons. Une maison de production qui est à Amazon, le studio Amazon. Ma maison de production, ça reste à Amazon. C'est vrai qu'après le bombardement du studio, et même après l'incendie encore, je me suis résolu à déménager parce qu'on dit jamais 203. J'ai préféré éviter qu'il y ait une troisième fois. Donc j'ai préféré me barrer et du coup j'ai transformé le logo, c'est devenu Amazon Renaissance. Voilà, mais c'est toujours le studio Amazon. Actuellement on est situé à Wantenga. Le mot de fin. Le mot de fin, c'est. Vous pouvez aussi laisser votre message Oui, le mot de fin, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le soutien-gorge. Si vous connaissez la définition du soutien-gorge, on dit qu'il soutient l'effort, il maintient l'effort, il soutient les faibles et il ramène les égarés. Donc je vous souhaite à tous d'être des soutiens-gorge. Voilà. C'est le meilleur des vœux que je puisse vous faire. C'est le vœu que je fais pour chaque autre. Donc, maintenir les forces, ceux qui ont encore la force, soutenir les faibles et ramener les égarés. Merci Smoké d'être passé avec quelques soucis. Je pense qu'au moins on arrive à conclure. Merci à vous qui nous suivez, qui nous avez suivis et qui nous suivrez. La vidéo restera disponible sur la page. On se donne rendez-vous pour très bientôt.